Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Depuis la crise sanitaire, le constat est sans appel. Les enfants passent beaucoup plus de temps sur les écrans et cela peut être dangereux pour la santé. Alors, comment limiter les dégâts sans pour autant interdire leur utilisation? On en parle tout de suite dès le début de l'émission. En deuxième partie de l'émission, on vous fera découvrir Expo Quiz, un dispositif qui permet de sensibiliser les enfants aux questions de la citoyenneté et du vivre ensemble. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara nous emmènera au Québec où la polémique enfle autour des cours à distance qui continuent à être dispensés par certaines écoles privées et publiques. Guillaume Ouattara qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec les vœux de Pap Ndiaye, vivement critiqués par les enseignants sur les réseaux sociaux. Oui, dimanche dernier, le ministre de l'Éducation nationale a tenu à adresser ses vœux au personnel éducatif, aux élèves et aux parents. Et il a décidé, dans un décor sobre et classique, de placer ses vœux sous le signe du bonheur. Et le ministre de dire, être heureux c'est important à l'école, c'est important que les professeurs et les personnels soient heureux, que les élèves soient heureux en arrivant à l'école le matin. Il n'a pas manqué d'ailleurs de renouveler ses objectifs dont il avait parlé dans sa tribune au Monde, l'excellence pédagogique, le bien-être des élèves et la réduction des inégalités. Oui, mais voilà, sur Twitter, les vœux du ministre ont été quelque peu chahutés par des enseignants en colère. Un enseignant, une enseignante qui dit et qui écrit « C'est bien gentil tout ça, mais nous, on veut une revalorisation sans condition pour tous, tous les enseignants jusqu'au dernier échelon. » Sur Twitter, toujours une autre réaction d'une enseignante également. Si vous voulez qu'on soit heureux, augmentez-nous tous et pas qu'un peu. Ce que vous pensez promettre à l'année, vous le multipliez par 10 et vous le faites au mois. Voilà pour les réactions virulentes. Mais pour être tout à fait exact, il y a aussi eu quelques réactions bienveillantes à l'image de cet enseignant qui adresse ses vœux les plus chaleureux de bonheur, de joie et de santé à vous et à ceux qui vous sont chers. À noter que Pap Ndiaye a reconfirmé l'augmentation des salaires pour septembre 2023. On poursuit avec un collège de Nouvelle-Aquitaine en grève ce matin pour dénoncer les violences. Bagarre entre élèves, jeu de la balayette, cris dans les couloirs, morsures ou menaces de mort. Voilà le quotidien du collège du Paty de Blanquefort près de Bordeaux, un établissement qui n'est pourtant pas en zone prioritaire. Les enseignants et les surveillants ont lancé une grande opération, collège en danger. L'objectif, il est simple, protester contre l'augmentation de violence entre les élèves et envers les adultes. Et en conséquence, aucun cours ne sera assuré ce jour par les enseignants. Interrogé par France Bleu Gironde, une enseignante de mathématiques, Fabienne, explique qu'il y a énormément de recoins. Donc il y a des zones qui deviennent des zones de non-droit, des toilettes sont dégradées en permanence, les portes sont cassées et ça, c'est de plus en plus fréquent. Ce que demandent les enseignants, c'est extrêmement simple, c'est l'augmentation du nombre de surveillants pour encadrer les élèves. Il y a une réaction du principal de ce collège qui explique qu'il ne voit pas, lui, d'augmentation des faits de violence. Même son de cloche à la direction des services départementaux de l'éducation nationale, circuler, il n'y a rien à voir. On continue avec cette information plus réjouissante. Les enseignants contractuels vont pouvoir passer un concours interne pour être titularisés au printemps. C'était une annonce attendue par les enseignants contractuels de l'enseignement primaire. C'est enfin un décret qui vient d'être signé par Elisabeth Borne. C'est très simple. Tous les enseignants qui justifieront de 18 mois d'exercice sous un statut de contractuel, de vacataire, pourront passer au printemps un concours avec des épreuves écrites et des épreuves orales pour être titularisés. L'objectif, il est très simple, c'est de sortir ces enseignants contractuels de la précarité tout en augmentant les effectifs d'enseignants et ce, dès le printemps. Alors une fois qu'ils auront réussi ce concours, ils seront comme les autres enseignants pendant un an en stage avant d'être définitivement titularisés. Ce décret, il est en vigueur dans des académies qui sont en tension. On parle notamment de Versailles, de Créteil et de la Guyane. On termine avec une belle initiative en Italie. Un lycée a mis en place un congé menstruel pour ses élèves. Effectivement, c'est une très très belle initiative qui a été relevée par nos confrères du Courrier international. Le lycée Nervi Severini, situé à Ravenne dans le nord de l'Italie, va offrir aux élèves qui souffrent de dysménorrhée, les douleurs qui surviennent au moment des règles, la possibilité de prendre 2 jours de congé menstruel par mois. C'est une première en Italie et ça suit une initiative qui avait déjà eu lieu en Espagne. Ce sont les élèves elles-mêmes qui ont fait cette requête auprès de leur proviseur. Alors il faut savoir que ce lycée il est un peu précurseur puisque au mois de mai 2022, il avait mis en place
un cahier d'appels non genré pour les élèves qui souhaitaient être appelés dans un autre genre que celui assigné à la naissance. Merci Guillaume. Alors, depuis la crise sanitaire, on le sait, nos enfants passent beaucoup trop de temps sur les écrans et on le sait, ça peut être dramatique, les conséquences peuvent être dramatiques. On en parle tout de suite, c'est la question du jour. Et pour parler justement de cette influence des écrans, je suis ravie d'accueillir Isabelle Freinet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sophrologue et journaliste spécialisée en santé et en développement personnel. Vous avez écrit un livre, Doser les écrans en famille, aux éditions First, où vous nous donnez des astuces pour un usage intelligent des écrans. J'accueille également sur ce plateau Alexis Péchard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes addictologue. Vous venez de publier votre premier ouvrage que j'ai avec moi, Tous accros aux écrans, que faire et comment s'en sortir, paru aux éditions Mardaga. C'est bien ça, on le fait comme ça. Tout à fait. Voilà, et on va parler ensemble justement tous les trois de cette fameuse addiction aux écrans, parce que quand on parle d'addiction, est-ce que c'est vraiment le mot qu'il faut employer? C'est fort comme terme, addiction. Souvent, on fait référence au tabac, à l'alcool, aux drogues. Alors c'est un mot qui est extrêmement fort. Effectivement, si je reviens peut-être sur quelques éléments de définition, peut-être qu'il faut faire la part des choses entre ce qui relève d'une part de l'hyperconnexion, qui concerne finalement beaucoup plus de personnes. On est hyperconnecté sans être nécessairement dépendant. L'addiction, c'est une dépendance, c'est une maladie chronique, c'est un besoin irrépressible de pratiquer, si on parle d'addiction au numérique, une activité en ligne sans possibilité de s'arrêter. D'accord ? Il y a une perte de contrôle et tout ça se fait en dépit des conséquences négatives. C'est pas parce qu'il y a des conséquences négatives que l'on s'arrête nécessairement. Donc c'est vraiment un besoin irrépressible. L'hyperconnexion, c'est un temps de connexion important, supérieur à 7h30 par jour. Ça n'est pas sans conséquence pour la santé physique et mentale, mais il est encore possible de s'en passer. On n'est pas nécessairement dans une situation d'addiction. 7h30 quand même par jour, on n'est pas... Mais ça va vite. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'on a l'impression que c'est quand même une grosse addiction, 7h30. Mais c'est-à-dire que peut-être que c'est une façon de voir les choses, c'est la variété de ce qu'on regarde. Exactement, c'est ce qu'on appelle le temps écran. Ce 7h30, c'est le temps écran cumulé, à la fois sur des activités d'apprentissage scolaire ou professionnel, si on est un actif, mais également de tout ce qu'on va faire sur les écrans, quels qu'ils soient, à des fins récréatives. Donc vous cumulez ce temps passé, et si vous dépassez ces 7h30 journaliers, vous êtes dans une situation d'hyperconnexion. Vous qui êtes comme moi, Isabelle Freinet, sophrologue certes, mais journaliste, donc comme moi, je ne suis pas sophrologue, je n'ai pas cette chance. Est-ce que vous passez à peu près 7 heures sur les écrans, vous-même? Alors, non. Ceci dit, je pense que je peux me mettre dans la case des accros parce que je pense qu'on l'est tous aujourd'hui. Il faut enfoncer un peu cette porte ouverte, il me semble. C'est-à-dire que c'est plutôt le temps de rendre conscients nos comportements et les contenus qu'on regarde de manière passive ou d'ailleurs active en faisant fonctionner notre cerveau de manière cognitive, intelligente, avec des contenus éducatifs, pédagogiques, des documentaires. Il faut vraiment faire le tri. Mais 7 heures, non. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vigilance quand même à mettre en place par rapport à des temps sacrés. Des temps sacrés qui correspondent à des besoins vitaux. Des nourritures purement alimentaires, des nourritures sociales, des nourritures comme le sommeil. Voilà, tout ça fait de nous des êtres vivants et c'est là où il y a une vigilance à avoir. C'est pour ça que j'essaye à moi-même d'appliquer quelques préceptes. En mangeant, j'essaye d'éteindre mon téléphone. Dans ma chambre, il y a un réveil et pas un téléphone. Et quand je suis au restaurant ou à m'occuper de mon bébé, j'ai une petite fille de 3 mois, alors je suis les mains dans le cambouis par rapport à cette question-là. Et je sacralise un peu des temps. C'est un peu le défi, il me semble, quand on est tous un peu accros, c'est se donner le challenge de se limiter. Bien sûr, on va parler de toutes les solutions qui existent, de comment faire pour pouvoir se détacher un peu justement de cette dépendance-là. Mais je reviens sur l'étymologie, sur les mots employés, parce qu'on parlait d'addiction, on parlait d'hyperconnexion, et vous parlez de accro, ce qui n'est pas exactement la même chose. Peut-être une réaction par rapport à cela, Alexis Péchard. Alors, accro est un terme effectivement qu'on entend énormément ou que j'entends, moi en tant que professionnel de santé, quand j'interviens sur des actions de prévention, de sensibilisation. C'est d'ailleurs le titre qui a été donné par
par l'éditeur, Tous accros, avant de parler d'addiction, parce que c'est un mot extrêmement employé dans le langage commun qui, pour moi, sous l'angle des définitions, renvoie davantage à la notion d'hyperconnexion que j'expliquais à l'instant, qui concerne le plus grand nombre. L'addiction, tel que je vous le précisais à l'instant, est une maladie chronique. On n'est pas addict le lundi et on ne l'est plus le mardi, au même titre qu'on n'est pas dépressif un jour et on ne l'est plus le lendemain. C'est une maladie chronique qui s'inscrit dans le temps, qui génère de la souffrance pour soi et pour son entourage, parfois également, qui va avoir des conséquences sur le plan de la santé physique, sur le plan de la santé mentale, et qui se fait en dépit, encore une fois, de toutes les conséquences négatives. Et puis, on va avoir un certain nombre de symptômes, tels que des symptômes de manque, des symptômes d'irritabilité, à l'arrêt, etc., comme on va retrouver dans n'importe quelle forme de dépendance, au même titre qu'à l'alcool, au tabac ou à un autre. Alors justement, parlons-en de ces problématiques-là et de ces inconvénients, ou je dirais même de ces effets dramatiques sur la santé. On parle des jeunes précisément, mais je crois que ça concerne évidemment tout le monde. Sur School TV, on s'intéresse aussi, bien sûr, aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens, mais cela concerne évidemment les parents. Et souvent, ce sont eux qui donnent peut-être aussi les mauvais exemples, et on va en parler ensemble. Mais qui dit addiction, dit donc nocif, très clairement. On ne peut pas être addict à quelque chose et se dire non, c'est pas grave, tout va bien, j'arrive à bien vivre ma vie. En quoi les écrans sont-ils mauvais pour la santé? La première chose, est-ce que c'est réel l'impact sur la mémoire et la concentration? Oui, alors là-dessus, c'est plus tant du registre de l'addictologie plutôt que des neurosciences. On a des recherches qui sont portées par l'INSERM sur le sujet, notamment sur l'impact des écrans chez les plus jeunes en matière de plasticité cérébrale et de développement sur le plan cognitif, sur le plan de la concentration, sur le plan de la mémorisation, sur le plan du rapport aux autres, sur le plan du langage, etc. Et vous avez un chercheur très connu qui a publié un livre grand public très intéressant, très accessible, qui est directeur de recherche à l'INSERM. Il s'agit de Michel Desmurger, qui a publié un livre qui s'appelle La fabrique du crétin digital et qui parle justement très bien de ces différentes études sur l'impact des écrans auprès des plus jeunes. Je rappelle quand même 2 chiffres. Les élèves aujourd'hui des pays occidentaux en classe maternelle passent l'équivalent d'une année scolaire déjà sur les écrans à l'âge globalement entre 3 et 5 ans. Et si on prend à l'inverse des lycéens, on est déjà à plus de 2,5 années scolaires en temps passé équivalent sur les écrans. D'accord ? Donc ils passent 2,5 fois plus de temps sur les écrans au lycée. Effectivement, les chiffres sont très parlants. Si je prends juste ce point précis, parce qu'on va développer les autres points, mais sur la mémoire et la concentration, Isabelle Freinet, vous qui êtes sophrologue et également journaliste, est-ce que vous travaillez ces points précis justement pour tous ceux qui sont, comme vous le dites, accros aux écrans? Est-ce que vous arrivez en sophrologie à travailler ce point? Oui, alors la demande, elle n'est pas d'office, celle-ci, je passe trop de temps sur les écrans, j'aimerais mieux me concentrer. Mais ce que j'observe tous les jours, c'est que les personnes qui viennent me voir, et c'est assez représentatif de la population, c'est qu'il y a un problème en effet à maintenir son attention sur même quelques minutes, 5-10 minutes. Et toutes les techniques de sophrologie, justement, sont des techniques de concentration, quelle que soit ce qu'on cherche à travailler, sur la respiration, la relaxation, même des techniques de visualisation. Donc, c'est à un moment donné proposer à sa conscience, son esprit, de se placer dans le moment présent et de faire abstraction d'autres choses, donc de concentration. Et c'est de plus en plus difficile. Donc, on est en effet un petit peu sur ce réapprentissage déjà là, qui marche très bien, qui permet d'appuyer sur pause, de ralentir le rythme cardiaque, d'avoir d'autres bienfaits. Mais bien sûr que c'est un peu une désintox digitale que de faire de la sophrologie. Tout à fait. Autre inconvénient, si je puis dire, ou drame que provoquent les écrans, le repli sur soi, la baisse de l'estime de soi, la dépression, l'anxiété. Tous ces mots-là, je les dis précisément parce que ce sont ceux relevés dans beaucoup de témoignages de jeunes qui parlent effectivement de cela et de ce que les écrans, cette addiction aux écrans a créé. Est-ce que vous le pensez aussi, Alexis Péchard? C'est quelque chose qu'on relève très fréquemment. Alors très fréquemment. Après, je vais nuancer parce que dans toutes les addictions, il est assez compliqué, et c'est pas valable que sur les écrans, mais aussi sur d'autres formes de pratiques addictives. Il est souvent compliqué de savoir est-ce que c'est la pratique en elle-même qui déprime ou génère de l'anxiété, ou est-ce que des personnes se tournent vers une forme de pratique, typiquement les écrans
quoi qu'ils en fassent, ou un produit psychoactif, parce qu'ils étaient dans une situation déjà de détresse psychologique. Ce qui est certain, c'est que ces pratiques aggravent en tout cas sur le tableau clinique ce type de symptomatologie, mais il est possible aussi que ces personnes se tournent à un moment donné en pensant trouver dans les écrans ou autres une solution à une problématique donnée. Et on parle aussi tout simplement, et les ophtalmos le relèvent beaucoup, de cette fameuse lumière bleue qui est reflétée par les écrans et qui peut créer de vrais problèmes ophtalmologiques, notamment chez les plus jeunes, puisque beaucoup d'enfants, même de 0 à 2 ans, et les chiffres sont très parlants, je vais les retrouver, regardent des écrans beaucoup trop tôt. Alors oui, effectivement, beaucoup trop tôt, je vous le disais, des 2-3 ans, on est à peu près à 1000 heures par an pour un jeune en temps passé sur les écrans pour des jeunes occidentaux. Effectivement, il y a cette question de la lumière bleue. Elle va avoir aussi un impact, je pense que vous le savez, mais je le rappelle, sur le sommeil et notamment sur la première phase de l'endormissement, et pas que chez les plus jeunes, mais également chez les adultes et nous-mêmes. Regarder un écran en fin de journée, et notamment tard, et plus l'heure du coucher arrive, plus ça peut avoir effectivement un impact négatif au-delà de développer des troubles ophtalmologiques. Donc le fameux côté on regarde un film avant de s'endormir dans le lit, non. Niet. Non. Non, c'est pas bon. On peut le faire, je n'ai pas de jugement sur le sujet, mais en tout cas, ça n'est pas une recommandation en matière de bonne pratique. Alors, je parlais tous les deux, je mentionnais vos 2 livres qui sont sortis. Donc, pour vous, Alexis Péchard, Tous accros aux écrans, cyberdépendance, que faire et comment s'en sortir. Et pour vous, Isabelle Freinet, Doser les écrans en famille aux éditions First. Vous le dites dans le titre, doser les écrans. Donc, on sent que vous êtes quand même un peu plus modéré. Vous proposez une autre version, finalement. C'est-à-dire qu'on peut quand même vivre avec les écrans. Il faut savoir tout simplement faire en sorte d'équilibrer, si je puis dire. C'est bien ça ? Oui, c'est une question d'équilibre familial. On s'est adressé beaucoup aux parents dans ce livre parce que c'est pas simple comme question et que ça nécessitait de donner quelques clés, des astuces, des exercices pour sauver sa peau un peu au quotidien par rapport à toutes ces problématiques de sommeil, de sédentarité qui sont vraiment, je pense que c'est important de le signaler, les 2 bombes à retardement, manque de sommeil chronique, quel que soit l'âge, mais vraiment problématique pour les adolescents, et puis cette sédentarité finalement, quel que soit le type de contenu qu'on regarde, il faut le souligner, s'il y a une hyperconnexion, on est assis ou même allongé. Donc oui, c'est cette idée de redonner un peu de souffle aux familles, de réinjecter un petit peu du multisensoriel, de sortir de chez soi, d'être dans les activités culturelles, artistiques, sportives, de partage. Donc on a voulu vraiment donner une aide concrète et des informations aussi scientifiques avec plein d'études dedans, pratiques. Je rappelle que je l'ai écrit avec Bernard Antoine qui est addictologue, donc je rejoins tout à fait le propos de Monsieur Péchard sur ce qu'il vient de dire. C'est un peu un manuel de survie, mais positif, c'est-à-dire que je pense que c'est une question qu'il faut aborder sous l'angle du jeu, ensemble. Vous voyez, de défis, de challenge, de dire « Ah tiens, est-ce que toi tu vas y arriver à pas mettre ton téléphone dans ta chambre ?» Se fixer des règles communes, plutôt qu'un espèce de truc un peu barbant de « il faut pas, arrête de… » Vous voyez, le truc un peu contraignant le dimanche. Parce que je pense que ça peut renforcer aussi, ça je l'ai vu, on parlait de repli tout à l'heure, des jeunes qui vont un petit peu aussi, parce qu'on parle de dépendance comportementale, mais potentiellement affective, et que les écrans peuvent devenir ce refuge-là, et d'avoir un ado qui va s'enfermer tout le dimanche dans sa chambre sur un écran, et on coupe un peu le dialogue. Donc on a voulu remettre un peu d'harmonie, d'équilibre dans cette question qui n'est pas simple, et en fonction de l'âge de l'enfant, parce que finalement tout est un peu à revisiter en fonction de l'âge de l'enfant. Privilégier la communication, c'est essentiel, Alexis Péchard ? Oui, complètement. Il ne s'agit pas alors là, si on parle en famille en l'occurrence, mais il ne s'agit pas de rompre le dialogue et d'avoir une approche complètement fermée ou rigide. Les écrans sont là. Et je prône au contraire une éducation au numérique dès le plus jeune âge. Il ne s'agit pas de diaboliser les écrans ou tout ce qu'on peut faire avec. Et ils apportent beaucoup de choses positives. Il faut simplement être conscient effectivement des enjeux en matière de santé et pas que, mais que peuvent engendrer ces formes de pratiques. Alors comment nouer le dialogue ? Tout simplement en tant que parent, en s'interrogeant à ce que font et en s'intéressant à ce que font les jeunes sur les écrans, et justement peut-être à les amener à développer un esprit critique autour de ce qui les intéresse ou pas, pourquoi, comment, etc. Au-delà de tout ce qu'on peut
mettre en place. Je parle aussi peut-être d'un site internet qui est très intéressant et qui peut aussi aider ou intéresser les parents, qui s'appelle Famille Num, qui est un site mis en place par le gouvernement qui est très intéressant et qui permet à chaque famille d'auto-évaluer quelle famille numérique vous êtes en fonction des personnes qui composent cette famille, des usages que vous faites des écrans et de vous permettre de co-construire ensemble en famille une charte en matière d'usage des écrans. Alors c'est pas une solution à tout, mais c'est aussi un moment privilégié qui vous permet en fait d'encadrer et d'ouvrir un espace d'échange collectif que je trouve assez intéressant. Effectivement, vous parlez de co-construire, c'est exactement le terme, parce que souvent les jeunes dont on parle aujourd'hui sont nés donc avec ces fameux écrans. Alors pour le bon comme pour le pire, on a accès effectivement à tout un tas d'informations, à des activités extrêmement intéressantes qui sont pédagogiques, qui sont ludiques. Ça leur permet d'apprendre plein de choses, mais c'est aussi effectivement tous les travers dont on parle depuis tout à l'heure. Il faut aussi penser à ces parents qui ont découvert Internet et les écrans et qui eux-mêmes sont un peu perdus face à cela. C'est-à-dire que c'est compliqué d'apporter une éducation quand soi-même on n'est pas éduqué face aux écrans. Ah oui, comment faire avec c'est certain. Alors, le site dont je parlais va permettre justement d'apporter un certain nombre d'informations pratiques. Mais encore faut-il avoir conscience de cela quand on est parent. Alors, je pense aujourd'hui que vu la place que prennent les écrans, les difficultés que ça peut engendrer d'un point de vue éducatif, sans être forcément dans des choses catastrophiques, mais en tout cas questionne souvent les parents. On a quand même beaucoup de questions là-dessus, je le vois dans les entreprises dans lesquelles on intervient. Enfin, il n'y a pas une journée ou une intervention, même si ce n'est pas l'objet de notre intervention, sur laquelle on n'est pas sollicité sur cette question de l'usage des écrans de la part soit d'un employeur, soit d'un parent vis-à-vis de son enfant ou de son adolescent. Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui est assez importante, bien que la thématique ou le sujet soit, je trouve, aujourd'hui encore extrêmement banalisé, parce qu'après tout, on se dit, dans le langage courant, on est tous accros. Donc après tout, finalement, c'est extrêmement commun et banal. Donc autant apprendre à vivre avec. Et puis finalement, on a tendance à mettre un peu de côté cet usage des écrans. Donc il y a peut-être une banalisation, je dirais, aujourd'hui, mais il y a quand même, malgré tout, une prise de conscience et une interrogation, un début. Puis les collèges, les écoles, aujourd'hui, les lycées proposent quand même de plus en plus d'informations, je trouve, aux parents. Moi, je suis aussi parent et je vois à l'école où je suis, alors en l'occurrence, j'interviens du coup moi-même parce que l'école de mes enfants me sollicite, mais je vois par ailleurs, je suis membre de différentes associations de parents d'élèves et autres, et où il y a des choses qui se font par ailleurs et qui sont proposées aux parents. Donc il y a quand même de plus en plus de choses. Alors moi, je vais avoir un discours qui va vous effrayer, évidemment, mais j'en vois beaucoup des parents, et j'en ai fait partie, pas trop souvent, heureusement, mais des parents qui tout d'un coup donnent un téléphone parce que il y a une réunion, c'est compliqué, on n'a pas sur soi forcément les feutres ou le dessin, le petit livre qui va bien, etc. Et on se dit peut-être qu'un petit dessin animé un peu ludique et en même temps pédagogique, intéressant pour l'enfant, c'est pas si grave. Alors, est-ce que vraiment c'est grave ou pas, Isabelle Freinet ? Comment faire pour être dans cette vie actuelle, dans cette société actuelle où tout est écran, où tout est numérisé, où même un smartphone est tout à fait utilisable, facile, instinctif pour un enfant même de 2 ans ? Comment faire pour pouvoir jauger ? Un tout petit, non, vous lui donnez pas un smartphone pour se calmer. Je crois que ça, la règle, elle fait partie des recommandations sanitaires globales, que ce soit en France ou de manière internationale. Il faut vraiment absolument éviter la mise en place de cette habitude. Je vous assure, moi, je reviens de la crèche ce matin où ma petite de 3 mois fait son adaptation. On peut faire plein de choses sans écran. Les livres sont encore super, les bouliers, les choses. Après, ce qui manque, là où je vous rejoins sur écran, c'est que dans la fameuse politique des 1000 premiers jours, maintenant il y a des recommandations claires. Les écrans ont intégré en termes de prévention ce qu'il y a à faire, ne pas à faire. Ce qu'il manque en revanche, moi je travaille là-dessus avec les familles que j'accompagne, c'est peut-être une liste, une charte des contenus. Parce que comme vous dites, les parents sont un peu démunis et on ne sait pas vraiment aller à la pêche de quoi aussi le faire regarder en fonction des âges. Et il me semble que ça pourrait être aussi de la responsabilité gouvernementale, d'une politique de santé, de proposer une liste. Alors après, ça peut paraître un peu arbitraire, mais moi je sais qu'il y a des podcasts sur les chaînes de Radio France pour les petits qui sont très bien faites. Voilà, les parents ne savent pas quoi donner comme bon
entre guillemets, ou intéressant contenu aussi. Donc non au smartphone qu'on donne pour se calmer. Il y a plein de petites choses qui peuvent faire dessiner. Si on devait se référer à une règle, celle établie par Sage Tisseron, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec celle-ci, qui est la règle des 3, 6, 9, 12. Donc pas de télévision ou d'écran avant 3 ans, pas de console de jeux personnels avant 6 ans, pas d'internet non accompagné avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Une réponse par rapport à cela, Isabelle Freinet? Moi, je trouve que c'est une bonne feuille de route qui est claire, qui permet d'être retenue facilement. Moi, je suis plutôt complètement alignée sur ce calendrier en fonction des âges. J'ajouterais que c'est important d'ouvrir le plus tôt possible en termes de prévention le dialogue avec l'enfant de ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aimerait regarder avant le tournant très sensible de l'entrée au collège, même un peu plus jeune maintenant, à savoir en moyenne le premier smartphone autour de 10 ans. Qu'on puisse en effet, comme disait votre invité, avoir un peu plus une éducation au numérique et de pouvoir discuter, dialoguer vers, je ne sais pas, 8-9 ans, ça me semble être un bon âge, et d'expliquer pourquoi le droit à l'image, pourquoi on n'a pas droit d'être pris en photo et mis sur les réseaux sociaux, expliquer un peu les algorithmes. Enfin, les enfants peuvent comprendre tout ça, qu'est-ce qui se cache derrière les écrans, et éveiller une forme déjà de discernement et de libre arbitre. C'est très très important sur cette question-là. Voilà, j'ajouterai ça dans la charte. Quand on voit les chiffres, quand même, on est absolument atterré, parce que selon une dernière étude Ipsos réalisée avec l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, 43% des 0-2 ans utilisent Internet. Et 26% regardent des vidéos de courte durée, entre 0 et 2 ans. Donc ça veut dire qu'à la fois on sait tous que c'est mauvais, à la fois on a tous cette règle, ou en tout cas il faut l'avoir dès aujourd'hui, les 3, 6, 9, 12, et en même temps, eh bien, on voit ces chiffres effarants, 43% des 0-2 ans qui utilisent Internet. Alors, que dire de ça? Qui utilise, je ne sais pas comment a été formulé, enfin, en tout cas avec les parents, je veux dire. Bien sûr. C'est toujours pareil. En tout cas, voilà, les résultats sont absolument effarants. Je ne les connaissais pas, je les découvre avec vous. Ils sont très importants et ça renforce bien toute l'importance, effectivement, que de pouvoir rappeler, effectivement, je suis tout à fait en accord avec ces repères qui sont très intéressants de Serge Tisseron et qui sont en accord avec le développement psychoaffectif de l'enfant, avec ses capacités. Mais effectivement, et je rejoins ce qui vient d'être dit à l'instant, toute l'importance que de pouvoir faire de la prévention aussi en amont, parce que 12 ans, c'est quand même un âge aujourd'hui qui, je trouve personnellement, un peu tard pour commencer, alors j'y vais trop tard, mais le faire plus préventivement et mieux, et avant l'entrée au collège. Pour commencer à quoi? En discuter, vous dites? Oui, commencer à en discuter et commencer à mener des premières actions de prévention, au même titre qu'on aborde la question du tabac et de la cigarette souvent dès l'entrée au collège, voire même un petit peu avant. La question et la place des écrans devraient être abordées de la même manière. Le plus tôt possible. Nous dans mon activité au quotidien, je mène des actions de prévention. On a développé récemment, et je rebondis aussi sur ce qui a été dit à travers le jeu, c'est une approche que l'on défend énormément. On a développé un jeu géant sous forme d'un grand tapis qui fait 2 mètres par 2 mètres, qui s'appelle Addicto Pixel, et qui est un jeu de sensibilisation sur les écrans et l'usage des écrans, à destination des jeunes ou des moins jeunes ou des parents, et qui peut totalement être adapté. Alors, il y a plein de choses qui existent, mais c'est vraiment une manière que d'aborder le sujet et le plus préventivement et le plus précocement possible. Avec le Covid, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'adultes et de jeunes enfants aussi, se diriger vers les écrans. Forcément, ils ne sortaient moins. Ils se sont un peu repliés sur eux-mêmes. Et donc, on a vu cette pluralité. Alors, ça a été bon peut-être pour les vidéos à la demande et pour tout ce qui a été fait, mais évidemment aussi pour le pire. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de revenir en arrière et de se débarrasser de cela, cette habitude qui a été prise avec cette pandémie? Alors, vis-à-vis des plus jeunes, je ne sais pas, parce que à ce moment-là, ce qui a été mis en place, c'était l'école à la maison, avec beaucoup de choses qui ont pu être permises par le digital et par le numérique. Je sais, aujourd'hui, la question du retour en arrière, elle se fait entre guillemets naturellement avec un retour à l'école. Donc, il y a quand même une diminution. Sur la question des adultes, c'est plus compliqué. Et ça, pour le coup, moi, je le vois dans ma pratique professionnelle, avec le développement du télétravail et de tout ce qui a pu être mis en place, où là, le retour en arrière
est plus compliquée et où on a vu des phénomènes pour le coup d'hyperconnexion, de surconnexion plus importantes, avec des dépendances au travail, avec des situations d'épuisement professionnel, une augmentation de la consommation de produits psychoactifs liée à cette pratique du travail hybride et du télétravail, etc. Donc là, c'est plus compliqué, effectivement, et on le constate encore aujourd'hui, nous, dans notre pratique professionnelle, avec des stigmates chez des personnes qui sont en grande difficulté vis-à-vis de ces addictions-là. Chez les plus jeunes, moi, c'est moins ma pratique, donc je ne saurais pas forcément bien vous y répondre. Dernière question, je reviens sur ce que vous disiez, Isabelle Freinet, par rapport, effectivement, à tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, enfin, à tout ce qu'on peut retrouver, évidemment, Snapchat et autres. On y trouve du bon comme du moins bon. Ça paraît assez impossible à contrôler. On y fait beaucoup aussi de mauvaises rencontres, et des rencontres absolument dramatiques. Et les associations, vous le faites, et plein d'autres aussi le font au sein des établissements pour prévenir justement ces risques liés aux réseaux sociaux, à Internet, aux écrans. Mais certains parents se disent, en se protégeant, on va instaurer un temps d'écran. Je ne peux pas te couper de ce monde, mais en même temps, je vais instaurer un temps d'écran. Est-ce que vraiment c'est une véritable pratique judicieuse? Car même en une demi-heure, on peut malheureusement faire de mauvaises rencontres. Isabelle Freinet. Bien sûr, d'où il me semble la nécessité, je pense notamment aux jeunes filles qui sont très sensibles à l'image du corps, l'image d'elles-mêmes, la construction de l'estime de soi, qui se fait aussi à partir de l'appartenance au groupe dès la préadolescence. Donc c'est en effet une zone de turbulence qui devrait en effet, il me semble, être un petit peu anticipée. Moi, j'aime bien cette expression, dire on n'a pas besoin d'être liké pour être aimé, par exemple, voilà, de tout de suite voir, d'être validé en fait par des gens qu'on ne connaît pas, des communautés, alors après ça peut être les copains de classe, etc. Mais il me semble que voilà, il y a vraiment un dialogue à instaurer avec ces enfants sur ces questions-là, parce que finalement c'est pas tellement en effet, comme vous dites, le temps d'exposition qui va être la clé. En revanche, un contrôle parental avec peut-être pas autoriser toutes les applis d'un bloc dès la 6e ou la 5e. Peut-être s'il y a des petites vidéos TikTok, des choses comme ça qui sont autorisées ou qui sont faites, encore une fois s'intéresser, poser des questions, tiens tu me montres, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que voilà, qu'il n'y ait pas d'étanchéité si vous voulez à cet âge sensible entre leur monde virtuel, numérique et le nôtre en fait. C'est vraiment cette période qui est sensible. J'entends. Merci. Une dernière réaction, Alexis Péchard, à ce sujet? Je suis totalement raccord avec ce qui vient d'être dit. Je n'ai pas forcément grand-chose en complément, mais effectivement, c'est cette importance... la quantité, mais aussi la qualité, finalement, ouais, de ce qu'on regarde. Exactement. J'ai fait un résumé. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Isabelle Freinet, je rappelle le titre de votre livre, Doser les écrans en famille, paru chez First. Alexis Péchard, pareil, tous accros aux écrans, cyberdépendance, que faire et comment s'en sortir, aux éditions Mardaga. Merci mille fois à vous deux. On marque une courte pause sur le Grand JT de l'éducation et on se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis avec Élodie Rouzet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du Moutard, une association qui propose des expos à des jeunes publics pour les sensibiliser aux questions de la citoyenneté et du vivre ensemble. Ça s'appelle Expo Quiz. Alors c'est absolument génial, mais c'est un peu particulier car ce n'est pas nous qui allons vers l'expo, c'est plutôt l'expo qui vient à nous, c'est cela? Oui, tout à fait. L'Expo Quiz est conçu comme un parcours éducatif durant lequel les jeunes et les ados vont pouvoir échanger sur des sujets à forts enjeux sociétaux. Nous avons des partenariats institutionnels qui nous permettent de mettre à disposition ces Expo Quiz sur différents territoires. Aujourd'hui, nous sommes sur 75 départements et nous avons plus de 600 exemplaires de nos Expo Quiz qui circulent en France. Alors, Expo Quiz sur plein de thèmes très différents. J'ai vu sur la laïcité, sur le parcours citoyen, sur plein de choses en fait qui peuvent intéresser évidemment les plus jeunes comme les plus grands. Et tout ça sous forme de panneaux, sous forme de kakémeno, de manière à avoir une pluralité, j'imagine, d'essence, c'est-à-dire à la fois des dessins, des informations, des questions à choix multiples, c'est ça? Tout à fait. En fait, sur le principe,
nous avons un kakémonotype qui va être composé d'un dessin de presse, qui va déjà être une accroche pour permettre aux jeunes de prendre un peu plus d'aisance en termes d'oral, de pouvoir s'exprimer déjà sur le sujet. Souvent, on a une petite touche humoristique sur nos dessins. Et ensuite, on aura le parcours quiz avec des modalités de réponse qui vont vraiment être prétexte à l'échange et à la discussion. On n'est pas forcément sur des questions de savoir, mais plutôt sur des questions d'opinion, où les jeunes vont devoir se positionner et argumenter, expliquer pourquoi ils ont choisi telle ou telle réponse. Et on a également des encadrés informatifs, des visuels de campagne institutionnelle qui permettent en fait à des personnes qui encadrent, des professionnels, que ce soit des professeurs, des animateurs dans un centre social, de prendre appui en fonction de sa sensibilité, en fonction de ce qu'il a envie de travailler avec les jeunes. Et alors ce parcours pédagogique est intéressant car il permet finalement de travailler un peu plus en petits groupes, de susciter du coup la discussion entre à la fois celui qui propose, qui raconte et ceux qui écoutent. Oui, tout à fait. On a aussi développé d'ailleurs un support particulier pour le ministère de la Justice qui permet de faire des petits temps d'échange sur des groupes de la protection judiciaire de la jeunesse avec des jeunes, entre 6 et 8 jeunes, et sinon on peut aller jusqu'à une classe entière. En fait, c'est bien propice à la discussion, et souvent ce sont des temps très appréciés autant par les adultes que par les jeunes. Parce que souvent, on va découvrir les jeunes sous un regard différent. Un professeur ne va pas être sur un cours classique sur du savoir descendant, et ça va vraiment être un prétexte pour échanger de citoyen à citoyen finalement. Alors les sujets, parlons-en, puisque j'ai évoqué la laïcité tout à l'heure. Il y a aussi, j'imagine, l'égalité filles-garçons, le sport, l'illettrisme. Comment vous choisissez ces sujets ? Souvent, en fait, on a des institutions qui nous soutiennent et qui ont envie de sensibiliser les publics à ces questions-là. Donc, on va en fait co-créer avec ces institutions qui vont financer ces titres. Donc, on a effectivement l'égalité. De manière générale, on peut avoir l'égalité pour traiter les différents critères de discrimination. On a l'égalité filles-garçons. On a aussi beaucoup de titres qui tournent autour des valeurs de la République et de la citoyenneté, le vivre ensemble. Et on a une ligne éditoriale, en fait. Ce sont des collections. On a une collection pour les 9-12 ans, Expo Quiz Junior, donc plutôt à destination des élèves du cycle 3. Une exposition pour les 13-18 ans, mais bon, 13-18 ans, en fait, finalement, c'est aussi pour le grand public. Et on a développé depuis peu une exposition à destination des adultes. D'accord. Et en quoi ça se distingue des cours, finalement, d'éducation morale et civique que l'on retrouve à l'école ? C'est un côté plutôt ludique. On n'est pas sur, comme je le disais tout à l'heure, pas sur un savoir descendant. En fait, on va avoir ces dessins avec des touches d'humour qui vont permettre de faire des focus sur certaines thématiques. On va avoir ces questions de quiz qui vont vraiment être comme une espèce de jeu finalement. On a aussi pas mal dans des collèges, on voit des choses qui se montent, des projets qui se font autour de nos expos sur des espèces de jeux concours au CDI, ou alors sur une journée de sensibilisation à la laïcité avec un accompagnement qui permet de travailler ça plutôt de manière très ludique. Et sur le format des Expo Quiz Junior, on a également des fiches d'activité avec des petits jeux qui permettent d'aller plus loin dans le sujet. Et l'originalité de notre concept junior, c'est que la dernière page est consacrée à des activités à faire en famille, ce qui permet de faire rentrer les sujets dans les familles et discuter, de prolonger la discussion avec les parents. Guillaume Ouattara. Oui, on a beaucoup entendu parler ces derniers jours dans la presse de TikTok, qui est un vrai fléau par l'addiction, par aussi les phénomènes de harcèlement en live, en vidéo. Est-ce que vous essayez d'aller capter les jeunes aussi sur ces plateformes-là, qui sont les nouvelles plateformes où ils passent beaucoup de temps ? Pas encore, mais ça pourrait être une bonne résolution 2023. On reste sur des supports traditionnels. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ces plateformes. Enfin, voilà, on est nombreux, heureusement, dans ce domaine de l'éducation à vouloir œuvrer pour minimiser les addictions, faire de la prévention. Et voilà, donc nous, on reste sur ce cadre du concept Expo Quiz qu'on développe à fond et qui reste traditionnel, mais qui a son intérêt aux côtés de tous les autres professionnels de l'éducation. Alors, parlez-nous de ceux qui préparent justement ces fameuses expositions, qui vous contactent.
Ou alors est-ce que c'est un recrutement qui se fait en fonction des universités? Comment ça se passe? Alors, sur le principe même lorsqu'on conçoit une expo quiz, on crée une espèce de comité de lecture où on va avoir des références scientifiques, entre guillemets, qui vont nous accompagner sur les sujets qui sont conseillés par les ministères qui nous soutiennent. On a un soutien du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Justice. Donc, en fonction des sujets qu'on va développer, on va avoir ces référents adultes. Et on va aussi faire en sorte d'avoir des professionnels qui représentent tout le monde de l'éducation. Donc ça peut être des professeurs, donc on va faire appel à des inspecteurs de l'éducation nationale, on va avoir des animateurs de centres sociaux qui vont représenter l'éducation populaire. Et l'originalité aussi de notre démarche, c'est d'avoir aussi des jeunes qui sont associés à la construction de nos supports. Par exemple, sur les Expo Quiz Junior, on a toujours 2 ou 3 classes qui sont associées à qui on va proposer nos contenus, nos esquisses, les propositions de questions pour voir si ça fonctionne, si ça leur parle et si on va dans le bon sens. Comment réagissent les établissements? J'imagine qu'ils doivent être extrêmement clients, notamment sur des sujets qui sont un peu fâcheux et qui ne sont pas forcément faciles à aborder à l'école. J'entends la laïcité, j'entends certaines périodes de l'histoire qui sont difficiles aussi à aborder. Peut-être que c'est une façon, le côté ludo-pédagogique permet peut-être davantage de discussions entre étudiants. Oui, tout à fait. En fait, ça permet vraiment une discussion apaisée. Nous, on est basé à Lyon et on a un partenariat avec le rectorat de Lyon. Et l'Expo Quiz Égalité Filles-Garçons a tourné pendant 8 ans. On est à la 4e année pour la laïcité, parlons-en. Et il y a une forte demande de la part des collèges et des lycées pour aborder ces questions-là de manière simple. En fait, c'est vraiment une base, un point d'appui. On est vraiment sur une boîte à outils pour aborder de manière simple ces sujets parfois délicats. Guillaume ? On parlait tout à l'heure dans les actualités de phénomènes de violence qu'il peut y avoir dans les établissements, de situations un peu compliquées. Est-ce que ces expos, c'est aussi le bon moyen pour apaiser un petit peu les situations, pour mettre aussi des mots sur les difficultés que des jeunes peuvent rencontrer dans leur établissement ? Oui. Tout à fait. En fait, on a souvent un retour des équipes éducatives dans les établissements scolaires qui nous disent « bon, bah ça c'est super, nous, telle ou telle question, on va forcément l'aborder, on va faire vraiment un travail autour de ce panneau-là parce qu'on a une problématique particulière dans une classe, un problème de violence, problème de harcèlement. Ce sont des questions qu'on aborde et qui donnent vraiment l'occasion de s'exprimer là-dessus. Donc, on a souvent des retours des professionnels qui nous disent bah, c'est super parce qu'on peut vraiment en parler. On a aussi eu l'occasion de participer à une journée porte ouverte sur une école plutôt réputée comme difficile, où les parents étaient invités et où les parents nous ont confié être vraiment satisfaits de l'utilisation du support parce que ça permettait d'aborder des questions que même en famille n'abordaient pas forcément parce que c'était soit tabou ou comme c'est leur quotidien, finalement, sur des problèmes d'incivilité ou de dégradation dans le quartier, sont des choses, c'est tellement quotidien qu'on finit par passer à côté et plus s'attarder, plus en discuter. Donc c'est vraiment des supports qui sont faits pour ça. Merci beaucoup en tout cas Élodie Rouzet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice du Moutard, une association qui propose des expos à des jeunes publics pour les sensibiliser aux questions de la citoyenneté et du vivre ensemble. Alors longue vie au Moutard. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Allez, c'est à vous cher Guillaume Ouattara, c'est l'heure de la chronique Vue à l'étranger. Guillaume, vous allez nous parler du Québec où la polémique enfle autour des cours à distance qui continuent d'être proposés dans certaines écoles. Oui, effectivement, on va se replonger dans une période qui nous paraît maintenant lointaine, mais qui ne l'est pas tant que ça. Mars 2020, première grosse vague du coronavirus. Et au Québec, comme dans d'autres provinces et régions du pays, eh bien, il a fallu s'adapter et passer à des cours 100% en distanciel. Ça ne faisait pas partie de la culture de ce pays d'Amérique du Nord, mais ce fonctionnement dégradé avait permis de préserver cette sacro-sainte continuité pédagogique. Mais le déploiement des cours en ligne, il a été quelque peu chaotique dans le pays. 42 millions d'euros, même de dollars, parce qu'on est au Canada, 42 millions de dollars ont été investis pour des plateformes, pour de la visioconférence. Et en juillet dernier, soit 2 ans après la pandémie, un équipement sur 2 n'avait toujours pas été livré. Donc une mise en place assez compliquée. Mais alors, est-ce que le modèle des cours à distance a-t-il plus
plus dans les plus hautes instances québécoises. Eh bien oui, c'est le grand paradoxe. Malgré ces ratés, malgré ces couacs qui ont été d'ailleurs soulignés dans un rapport qui est sorti il y a quelques mois, au Québec, on a envie de continuer à miser sur le distanciel qu'on a découvert en fait grâce à cette pandémie. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'au début, le distanciel, il était réservé plutôt aux élèves qui avaient des problèmes de santé, des handicaps, qui ne pouvaient pas se déplacer finalement dans un établissement physique. Eh bien, ce modèle, il a été déployé depuis quelques mois à tous les élèves dont les parents en font la demande. Ce sont ainsi près de 4000 élèves qui bénéficient aujourd'hui de distanciel au Québec. Alors, c'est en lien avec des établissements publics et privés, donc c'est très encadré. Et cette initiative, en fait, c'est un test de 3 ans qui s'inscrit dans le plan numérique et qui vise, selon les propos même du ministère, à favoriser le déploiement de la formation à distance à l'enseignement primaire et secondaire. Et les conclusions de ce projet contribueront à définir des orientations du ministère pour le futur. Mais cette décision de déployer justement plus massivement les cours à distance est vivement critiquée, c'est ça, par certains ? Eh bien oui, au-delà des couacs qu'il y a eu à l'implantation, il y a une fédération, la Fédération du personnel de l'enseignement privé, qui est vent debout contre le distanciel. Et pour étayer ses propos, elle a mené plusieurs enquêtes dont les résultats sont cinglants. L'enseignement à distance est néfaste pour le développement des élèves et la capacité d'intervention des enseignants. Le président de la FPEP a expliqué qu'il voulait que le ministre agisse pour mettre fin aux dommages, les mots sont quand même très durs, qui s'étendent dans les milieux et qui sèment beaucoup d'inquiétudes chez l'ensemble du personnel en éducation. Le temps n'est plus à collecter des données pour évaluer l'enseignement à distance. Nous avons suffisamment d'études, on le voit. Il ne mâche pas les vœux, il ne mâche pas ses mots, et il fait 3 vœux. Le premier vœu, eh bien, c'est que l'on cesse de forcer le déploiement de l'enseignement en ligne. Deuxième volonté de la part de syndicats, que le ministère de l'Éducation arrête de tenir un double discours concernant l'enseignement en ligne. Et son troisième vœu, sa troisième volonté, que le ministre de l'Éducation prenne le temps d'écouter le personnel de l'éducation. Alors ça, c'est pour le Québec, mais comment ça se passe chez nous en France ? Eh bien, vu de la France, ça peut faire sourire, puisque nous, l'enseignement à distance, il existe depuis, tenez-vous bien, 1939. Et alors, comment ça s'est déployé ? Eh bien, c'est le CNED, le Centre national des études à distance, qui a été fondé à l'époque de la guerre, parce qu'il fallait, malgré tout, continuer à mettre en place une continuité pédagogique, malgré les invasions diverses que la France a connues. Il faut savoir, le petit chiffre côté France, qu'il y a aujourd'hui plus de 60 000 élèves qui sont instruits à domicile. Alors quand on voit les revendications québécoises, on se dit que chez nous, on a une longueur d'avance. Instruits à domicile, mais partout dans le monde en fait. Exactement, partout dans le monde et surtout avec des critères beaucoup plus souples que les Québécois. D'accord, mais alors les critères, justement, des règles qui ont été durcies pour les règles d'inscription, c'est ça, au CNED en septembre dernier ? Exactement, parce que pour bénéficier de l'enseignement à distance en France, il faut être déclaré comme inscrit à domicile. Jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien et les parents qui souhaitaient une instruction à domicile pour leurs élèves, ils avaient simplement à le déclarer, à dire voilà, je souhaite que mon enfant soit instruit à domicile. Et c'était tout. Mais depuis 2022, les règles ont été durcies avec une loi contre le séparatisme. Et désormais, si l'on veut suivre des cours à distance, il y a plusieurs modalités. Soit l'état de santé de l'enfant ou son handicap doit nécessiter une scolarisation à domicile. Soit on a un enfant qui a un grand talent sportif ou artistique et qui donc doit jongler entre les entraînements. Soit famille nomade, de l'itinérance, on fait le tour du monde envoyé. Bon là, on a le droit aussi au CNED. Ou alors, il y a une situation propre à l'enfant qui motive son projet éducatif. En clair, la France a eu pendant des années l'habitude de faire du distanciel assez généralisé, ça fonctionnait plutôt bien, mais par peur de dérives sectaires, séparatistes, c'est aujourd'hui beaucoup plus complexe. Plus encadré, en tout cas. Un rétropédalage, donc, qui nous dit qu'on est un peu plus proche de la situation des Québécois, mais pas sur le même côté. En France, on considère que le distanciel permet aux élèves d'avoir de bons apprentissages, d'être bien encadrés. On a juste peur qu'ils restent un peu trop à la maison avec de mauvaises influences. Merci Guillaume. Tout de suite, on retrouve l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, c'est Jessica Ouara Domo qui a répondu à ces questions. Regardez. Est-ce qu'il y a un moment marquant, triste ou joyeux ? Plutôt au lycée, en terminale. J'étais en terminale scientifique à Rambouillet, parce que j'étais en formation à Clairefontaine à l'époque, à l'INF. T'es partie à 15 ans de chez moi. Ok. Classe de seconde alors ? Ouais, seconde. Et en terminale, j'avais une classe avec beaucoup de redoublants.
Et je pense que c'est la meilleure année scolaire que j'ai passée de ma vie. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et là, tu continues de toujours... Il y en a quelques-uns avec qui j'ai encore contact parce que franchement, on a fait des choses exceptionnelles. J'ai un ami à moi qui est venu avec son kimono dans la classe à défier le prof de philo à faire un combat de karaté. On était dans les couloirs du lycée, on a ouvert la porte, c'est une autre classe qui est en train de regarder un film dans le noir et il y a un ami à moi qui est venu avec son sabre en disant « Je suis ton père ». C'était bêtises sur bêtises, quoi. Des petites bêtises gentilles. Oui, mignonnes. Mignonnes, marrantes et en même temps, je me suis éclatée. Je pense qu'on est 90% de la classe à avoir eu notre bac, quoi. Mais... Et là, tu continues d'avoir des très bonnes notes et d'être exigeante? Je pense, que je suis très exigeante dans... Encore à ce moment-là? Ouais, parce que, en fait, la condition pour que j'aille à Clairefontaine et que je parte de chez moi si tôt, c'était que la scolarité suive. Que le foot, c'était bien, mais qu'il fallait que ma scolarité suive. Donc en fait, pour rendre fiers mes parents et pour respecter le contrat entre eux et moi, il fallait qu'à l'école, ça file droit, quoi. Est-ce que tu as le souvenir d'un prof préféré? Un prof préféré forcément beaucoup mes professeurs de PS, je les aimais beaucoup parce que j'aimais beaucoup faire du sport. Mais ce qui m'a plus le marqué, c'est au collège, chez mes professeurs de langue et notamment d'espagnol. Ils m'ont fait vraiment aimer les langues. Et c'est pas donné à tout le monde, il y en a que plutôt c'est l'inverse. Et moi, en fait, mes profs d'anglais, surtout mon prof d'espagnol en 3e, 4e, m'a beaucoup fait aimer les langues, ouais. Et l'espagnol en particulier. Tu parles couramment? Non, l'anglais plus, parce qu'au final, avec le foot, avec les joueuses étrangères avec qui j'ai joué, on parlait essentiellement beaucoup anglais, donc ça m'a permis de pouvoir continuer à le parler. L'espagnol, trop peu de gens hispaniques autour de moi, donc j'ai quelques notions, mais quelques notions. Tu dirais qu'en dehors du sport, c'est l'espagnol qui était la matière préférée? Oh ouais, c'est ça. Et la matière cauchemar? La philo. Pourquoi? Parce que j'ai eu un prof qui, en fait, au lieu de nous faire aimer la philo, en fait, on passait notre temps, en fait, tout le cours, il écrivait au tableau, mais vraiment, il écrivait au tableau et on recopiait tout le cours. Ah oui, il n'expliquait pas. Il n'y avait rien, mais vraiment, il écrivait au tableau. Et on devait recopier. Horrible. Et du coup, il ne m'a pas fait du tout aimer la philo. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Jessica Ouara-Domo pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, merci Jessica. À demain. Allez, place au Zap maintenant. C'est le meilleur de School TV. L'intérêt pour l'éducation aujourd'hui, pour vous, Fred, elle est évidente. Elle est évidente. Pour moi, c'est même l'usage absolu de la technologie de la réalité virtuelle, c'est l'éducation. L'intérêt de la réalité virtuelle d'une expérience, c'est que quand on met son casque, on est concentré. On est dans le contenu, dans le message. C'est pour ça que ça marche très bien pour la publicité, ça marche aussi pour la culture. Et l'éducation, ce sera son usage absolu. On est concentré, on n'est pas diverti par d'autres sources autour de nous. Et surtout, vous l'avez dit, le côté ludo-éducatif, c'est ludique parce que c'est interactif. Et par essence, nous, êtres humains que nous sommes, et mammifères, on apprend par le jeu, c'est comme ça, toutes les espèces le font, et on se rend compte qu'avec cet outil-là, c'est ultra efficace parce qu'on n'est pas passif devant un message, on peut interagir. Si on fait de la physique-chimie, on peut jouer avec les molécules. Si on est en cours d'histoire, on pourra peut-être assister à la fabrication de Notre-Dame et prendre un maillet et participer pour tailler les pierres, que sais-je. Voilà, le champ des possibles est infini et c'est certainement le plus bel usage qu'on peut faire de cette technologie. Ouais. Les jeunes d'aujourd'hui sont hyper connectés. Déjà, ça c'est la première chose. Ils sont dans l'hypercommunication. Et les codes sont, je trouve en tout cas, sont très différents par rapport à quelques années encore, hein, même 5-10 ans déjà, on voit déjà le changement. Et ça a accéléré avec le confinement, il y a peut-être 2-3 ans là. La mutation a vraiment... Donc il faut aller les chercher avec un vocabulaire différent. Il faut essayer de trouver des moyens pour à nouveau les engager, faire en sorte qu'ils soient plus motivés et bien entendu le jeu c'est un vecteur essentiel. Sur cette idée de cette problématique d'éveil de la curiosité, vous sembliez dire aussi, c'est dans un entretien ou un portrait, je ne sais plus, mais c'est Libé qui a publié ça il n'y a pas longtemps à l'occasion d'un forum autour des enseignants innovants, qu'il y avait un petit recul de la curiosité que vous ressentiez. Oui, ce recul de la curiosité est assez...
est assez perturbant pour nous profs, professeurs de SVT aussi, surtout, parce que... Un petit peu, ça dépend, oui, ça dépend. Ça dépend des classes. Ça dépend des classes. Quand, par exemple, en première, on peut avoir des élèves qui sont très, très intéressés, mais en général, ce sont les élèves qui sont déjà scientifiques. Par contre, les élèves qui sont beaucoup plus littéraires, moins scientifiques, il y a beaucoup moins d'appétence pour les sciences, par exemple. Beaucoup moins d'appétence pour découvrir de nouvelles choses en rapport avec la nature. Oui, je peux... Un peu le même ressenti. Un petit peu, oui. Le public change. Alors, il faut changer de méthode. Je cite toujours cet article dans l'IB, mais il y a des tas d'enseignants, tas de collègues à vous qui pensent l'inverse, qui se disent, bah non, c'est aux jeunes de s'adapter. Pourquoi vous pensez que non, c'est quand même avant tout aux enseignants de faire de faire le premier pas. Ce qui ne veut pas dire que les jeunes ne font pas d'efforts après. Les étincelles, elles peuvent venir que de nous au départ. Enfin, c'est nous qui fournissons les situations d'apprentissage. Les élèves, il faut se mettre à leur place. Ils peuvent avoir 25, 30 heures de cours d'affilée dans la semaine. Ils vont enchaîner beaucoup de choses. Ils vont beaucoup zapper d'une matière à l'autre. À un moment donné, c'est aussi à nous de leur donner le matériau, en fait, et l'univers un petit peu dans lequel ils peuvent trouver un petit peu plus d'appétence que d'habitude. Peut-être un mot sur le stress que subissent les enfants, même parfois très jeunes. Tu l'as évoqué, toi, ma chère Mathilde. Il se traduit comment, ce stress? Ça commence à quel âge? Ça commence dès la crèche? Ça commence très tôt, en fait, et ça prend plein de formes différentes. Alors peut-être que quand c'est des enfants tout petits, c'est plus difficile, mais ça va être plutôt des pleurs ou de l'agitation. Ça prend plein de formes, c'est-à-dire, on en a eu quelques exemples tout à l'heure, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des troubles du comportement, de la violence parce que c'est aussi une question d'émotion qui n'est pas transformée, gérée, troubles de l'apprentissage, troubles de la mémoire, enfin ça prend des formes... très très variés et parfois c'est difficile à déceler, mais ça peut aussi être intéressant de voir le contexte, comme vous le disiez, il y a parfois des changements qui impactent la vie des enfants et ça il faut y être attentif parce que ça se fait jamais sans modification du comportement ou en tout cas du ressenti. Et justement il y a des techniques qu'on peut, que ce soit du yoga, que ce soit de la sophrologie, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour les tout petits. Oui, bien sûr. Alors quand ils sont facile à mettre en place. Ça va plutôt être par capillarité avec les parents. Mais moi, j'ai des enfants à partir de 4 ans en consultation et c'est simplement pas le même langage. En fait, c'est juste qu'on va plus passer par le jeu. Ça se passe comment justement? Alors si moi j'ai 4 ans, je viens vous voir, on commence par où? On commence par quoi? Ça dure combien de temps? On va commencer par des jeux très courts parce que le temps d'attention chez un enfant est moins important que celui d'un adulte. Je me suis enlevé 40 ans, ça m'a fait du bien d'un coup. Voilà, déjà. J'adore. On va commencer par respirer parce qu'en fait, nous avons cette respiration avec laquelle on peut travailler en permanence. Elle est tout le temps là. Et c'est le cas, on mentionnait la cohérence cardiaque. Il y a plein de techniques qui modifient le rythme de la respiration pour, du coup, donner une sensation de détente à l'intérieur du corps. Donc, on peut apprendre par des petits mouvements. En sophrologie, il y a la relaxation dynamique, c'est-à-dire on fait des petits mouvements en même temps, on synchronise notre respiration pour évacuer le stress. La relaxation dynamique. Ouais. En sophrologie, non, justement, la grande spécificité de la sophrologie, c'est qu'on peut pratiquer dans des postures actives. On pratique que d'ailleurs dans des postures actives, assis ou debout, parce qu'en général, on est souvent dans ces positions-là. Je fais attention à ma position. Je me remets bien. Et l'idée, c'est de synchroniser la respiration, de s'en servir avec un petit geste qui permet d'évacuer la tension pour ne pas la laisser à l'intérieur du corps. Parce que c'est ça qui est très délétère, c'est quand les tensions s'engramment à l'intérieur de notre corps et ça peut créer des troubles, des maladies. Enfin, ça peut aller très loin. Voilà pour ces images absolument incroyables de Mira, réaliste, extension du réel, un métavers pas comme les autres ou pas un métavers du tout? Alors, pas du tout, pour simplifier. La seule raison pour laquelle on utilise le mot métavers, c'est qu'au bout d'un certain temps, c'était la meilleure façon de télégraphier au grand public exactement ce qu'on travaille. Mira a les propriétés d'un métavers, c'est-à-dire que c'est construit sur un moteur de jeu vidéo, c'est un monde social qui n'est pas du gaming, mais en même temps qui est un petit peu gamifié, etc. Donc ça a toutes les propriétés du métavers.
on a commencé en 2016 et on a toujours été très réluctant d'utiliser le mot métavers, simplement parce que la compréhension réelle, le mot métavers, c'est la nouvelle génération d'Internet qui est en 3D. Pour simplifier. Et donc, c'est un petit peu ridicule pour n'importe quelle start-up, même pour Facebook, de dire on construit le métavers. La réalité, c'est que si le métavers arrive, ça serait une connexion de tous ces mondes à travers l'interopérabilité qui ferait que l'Internet en général devient en 3 dimensions, et c'est un espèce social, collaboratif, gamifié et de construction qui n'est pas du gaming. Voilà. Et donc, nous, on apporte notre petite pierre à l'édifice. Si l'édifice se construit, on sera ravis. Si la partie qu'on joue, le rôle qu'on joue là-dedans compte, on est ravis. Mais la réalité, c'est qu'on travaille, on peut dire peut-être en français, l'informatique spatiale, spatial computing en anglais, c'est-à-dire qu'on participe, on contribue à la création de ce monde-là. Et puis, on prend un risque aussi, c'est-à-dire que peut-être ça ne sortira pas, peut-être ça sortira plus tard, plus tôt. En tout cas, c'est le pari qu'on a fait. Emma, dans l'heure de la récré, vous vouliez nous montrer une vidéo qui vous a fait rire. On vous a entendu dans tous les bureaux. Ah bah voilà. Vidéo signée par Camille Lelouch. On l'adore chez School. 2,7 millions d'abonnés sur Instagram. Elle est chanteuse, comédienne, humoriste et dernièrement, elle est devenue maman d'une petite fille pour la première fois. Elle partage donc son quotidien de maman sur les réseaux sans aucun tabou. C'est hyper drôle. Et la vidéo que je voulais vous montrer, c'est ce moment où, à force de chanter des comptines à son bébé, elle finit par faire des petites versions à elle. Regardez. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les brûles, la maman et le papa et les enfants. Les crocodiles, ils sont partis au bord du Nil, n'avalant plus. Tu dors. Lentement, va trop vite, meunier. Tu dors. Tout moulin, battre fort. Ainsi vont, les petites marionnettes. Ainsi vont. Toi, tu tours et puis s'en vont. Vous êtes mûrs. Merci pour cette petite récré de Contine. 2,7 millions d'abonnés sur Insta et vidéo également qui a beaucoup de succès. Et qui a cartonné, ouais. Quand on médite, est-ce qu'on apprend mieux? Qu'est-ce que vous dites aux parents qui sont sceptiques, effectivement, quand vous êtes notamment arrivés avec tous ces projets d'expérimentation en Seine-Saint-Denis? Alors moi, je leur dis toujours, on va expérimenter, vous allez voir, ne me croyez pas sur parole, faites et voyez, parce que l'idée de la promesse, c'est un peu compliqué aussi. L'idée de la méditation, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'objectif. C'est dans le lâcher-prise des objectifs, en fait, qu'on arrive à avoir des effets. Donc, c'est un peu, au départ, pour notre compréhension complexe. Mais évidemment qu'il y a des effets qui ont été mesurés sur l'attention, parce que quand on apprend à être pleinement présent, eh ben, sans doute on apprend mieux, parce qu'on a moins de distractions et on est plus focalisé sur ce qu'on est en train d'apprendre. Et le temps d'attention... Est-ce qu'on progresse vite? Parce que c'est ça aussi, parfois, qui est compliqué pour telle ou telle discipline, c'est que quand on n'a pas le sentiment de progresser, peut-être pas assez rapidement, des fois on abandonne. C'est facile de progresser justement quand on médite en classe? En tout cas, on ressent les effets assez rapidement. Après, en méditation, on dit aussi qu'il n'y a pas de niveau, en fait. C'est-à-dire que même moi qui médite depuis plus de 20 ans, je ne suis pas meilleure que des personnes qui commencent, en fait. Non, vraiment, c'est important parce que c'est toujours en recommencement. On traverse dans la vie toujours des événements différents. Mais par contre, quand même pas le sentiment que vous pouvez justement mobiliser votre esprit, vous concentrer plus facilement, plus longuement, justement. Avec l'entraînement. Ah, je ne sais pas. Ça vous veut dire. Mais avec l'entraînement, c'est sûr qu'on peut. Par contre, on peut vite ressentir que quand on ne le fait pas, ça peut nous manquer, il se passe quelque chose quand même. Voilà pour le Zap, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous savez qu'on est sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Vous nous écrivez, on vous répond. Est-ce que vous répondrez, Guillaume? Avec grand plaisir pour parler du Québec et plein d'autres choses. Voilà. Merci à toute l'équipe de School TV. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Ulysse Touret. Au son, c'est Alexis Oustabassidis, Colline Hamel au make-up, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac, Roxane Sarfati également. Un grand merci à toute l'équipe de School. Et puis, vous nous retrouvez évidemment demain, mêmes heures. Ciao.